Bonjour, je suis Nathalie Lambois. Bonjour, je suis Stéphanie Banis. On vous souhaite la bienvenue à notre sacré podcast, le premier numéro. Et aujourd'hui, pour démarrer, on avait envie de vous parler un petit peu de l'actualité et surtout de notre regard sur l'actualité. Et la phrase qu'on a trouvée la plus significative pour présenter ce podcast, c'est comment trouver équilibre entre empathie et détachement face à l'actualité. Comment être informé et éviter de devenir accro. Voilà, la différence entre ces deux notions est importante et c'est ce dont on a envie de discuter avec Stéphanie aujourd'hui. Alors, je vous préviens, c'est une discussion, c'est juste un échange. Complètement, tout à fait. Nous ne sommes pas là pour créer la polémique, juste pour proposer peut-être une vision différente qui permettrait à toutes et à tous de trouver un juste équilibre, tout simplement. C'est ça, on a besoin un petit peu de se réaligner en ce moment. Alors, je précise quelque chose. Moi, pour ma part, je ne vais pas forcément vers la recherche de l'actualité, c'est plutôt l'actualité qui vient à moi de par Internet, de par les réseaux sociaux. Je ne suis pas moi-même en recherche, je ne vais pas chercher l'information. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Et pour toi, ça se passe comment, Nathalie? Oh, c'est exactement la même chose. Je n'ai plus la télévision depuis 2006, je ne la regarde plus. Donc l'actualité vient à moi parce que je suis sur les réseaux sociaux et je vois des informations passer. Ce que je fais, moi, c'est quand il y en a une qui ressort, c'est que je vais chercher à la source ce qui se passe exactement. Par exemple, en Islande, il y a la Terre qui bouge en ce moment, il y a des mouvements de la plaque tectonique. Et plutôt que de rester sur cette notion de « Oh là là, c'est encore la catastrophe en Islande, ça bouge, la ville va disparaître, etc. », moi, je vais sur les sites qui sont spécialisés dans le suivi des volcans. Donc, ce sont des sites de référence pour les scientifiques. Et je vois exactement ce qui se passe, l'historique sur l'année, sur les années précédentes. Effectivement, ça bouge tout le temps. Et ça me permet aussi de relativiser et de me faire ma propre opinion. C'est ça qui est important. Je ne passe plus par les filtres des journalistes. Oui, c'est intéressant ce avec quoi tu commences là, parce que en fin de compte, je trouve que face à l'actualité, bon, déjà, nous sommes bombardés. Ce qui n'était pas le cas pour nos arrière-grands-parents, par exemple. Nous sommes vraiment bombardés, nous sommes en contact permanent avec le monde entier, alors que nous avons une connaissance tellement réduite de ce qui est véritablement, ne serait-ce qu'au niveau de la géopolitique. Moi, personnellement, je ne touche pas une bille avec ça. Donc, pouvoir avoir une opinion, avoir un point de vue quand on n'est pas suffisamment averti, c'est compliqué quand même. Ah, je te rejoins parfaitement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'évite de suivre ce qu'on appelle des influenceurs, des gens qui ont un certain suivi et donnent leur opinion sur des sujets pour lesquels ils n'ont absolument aucune, comment dire, connaissance. Connaissance, Oui, ouais. voilà. Donc, il faut d'abord être informé de façon objective, c'est-à-dire aller à la source. Je parlais de l'exemple de l'Islande où je vais voir au niveau des sites ce qui se passe, l'historique, etc. Et ensuite, c'est à moi de me faire mon opinion en me disant, oui, c'est un mouvement, mais ça bouge partout et ça bouge partout tout le temps. Donc, après, pour tout ce qui est géopolitique, c'est pareil. Je vais m'informer quand j'en ressens la nécessité. Et quelquefois, bah, j'ai pas le temps ou j'ai d'autres priorités. Et je préfère ne pas entrer dans ce cercle là où chacun va donner son opinion juste pour faire de la polémique, juste pour avoir des vues. Ça ne m'intéresse pas véritablement. Je préfère avoir la paix et j'ai beaucoup à faire avec moi, comme tu le disais. On ne se connaît pas assez. En fin de compte, tu vois, en t'écoutant, je suis en train de réaliser quelque chose. Donc moi, je ne suis pas très tournée vers l'actualité, pas par des intérêts. Je rigole parce que je réfléchis au fait que ça m'a été, il y a longtemps, fortement reproché parce que j'avais
une famille très accro au journal télévisé, à ce qui se passe au niveau de la presse écrite, etc., etc. Et quand moi, j'étais pas forcément au courant qu'il y avait eu une tempête à tel endroit, un acte terroriste à un autre endroit, je passais vraiment pour une hurluberlue. Plus qu'une hurluberlue, c'était presque comme si, au final, j'étais seulement centrée sur moi, très égoïste, et que je me fichais éperdument de ce qui se passait dans le monde. Alors que moi, ça fait fort longtemps que je ne vois plus du tout les choses de cette manière. C'est plutôt que j'ai compris que je n'avais pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Si toi, tu abordes les choses un peu de la même manière. C'est exactement la conclusion que j'ai eue, c'est que je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète, que ce soit des actions humaines ou des actions naturelles, des mouvements naturels. Je n'ai pas le contrôle là-dessus et plutôt que de me sentir impuissante, avoir cette sensation d'être accablée par la fatalité, il se passe des tas d'horreurs sur cette terre. Je préfère revenir ici, chez moi, maintenant, et lorsque je regarde ce qu'il se passe dans ma rue, dans mon quartier, ça va plutôt bien. Oui, je comprends. Et aussi d'être à l'écoute de ce dont les proches, les voisins ont vraiment besoin, parce qu'on va s'occuper des problèmes des autres à l'autre bout de la planète, alors qu'on a des voisins peut-être ou de la famille qui a peut-être besoin d'un soutien, de notre présence, d'aide tout simplement. Et ces gens-là, si on ne les écoute pas, parce que c'est ce qui se passe quand on est tourné à des milliers de kilomètres, on n'entend pas, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Complètement. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment un, comment dire, quand tu parlais de juste équilibre ou quand j'en ai parlé tout à l'heure, c'est également conserver l'équilibre à l'intérieur de soi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus utile au monde ou à mon entourage ou même à moi-même? Que je sois quelqu'un de profondément déprimé, accablé, que je puisse rester aligné et tenir mon fil de conscience, mon fil d'équilibre à l'intérieur. Ça, je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui est le plus utile? Et ta réponse? Ben, ma réponse, bien évidemment, que c'est de pouvoir garder cet alignement, cet équilibre, autant que faire se peut. Je ne dis pas qu'on y arrive parfaitement tous les jours et de manière stable, bien sûr que non, mais je suis responsable de ce fil de conscience, de ce fil d'équilibre qui est le mien, et aussi bien en pensant au monde que même en pensant à mon entourage familier. Et ça ne fait pas de toi ni de moi des personnes égoïstes. On n'est pas dans l'indifférence quand on ne va pas s'abreuver d'actualités, d'informations quotidiennement. On est dans cette reliance intérieure, c'est ça. Il y a quelque chose de vraiment plus fort à apporter à ce monde en se reliant nous à l'intérieur, plutôt en déballant toute cette énergie de colère, de victime, de frustration, de tristesse, où ça n'apporte pas grand-chose à ces personnes qui souffrent, malheureusement. Ça ne fait que même renforcer ce climat et cette ambiance un peu glauque qu'on vit depuis plusieurs années. Non, on n'est pas indifférent, loin de là, loin de là. On est même plus des empathes en général, et c'est pas pour se protéger, c'est juste parce qu'on a compris que c'était pas en donnant autant d'énergie à l'extérieur, d'énergie négative ou désagréable, que ça va changer quelque chose, hein. C'est pour ça Je que je vais pas rebondis. manifester, et je ne vais jamais manifester, excuse-moi. C'est pour ça aussi. Je l'ai fait il y a très très longtemps. J'ai été avec une copine, il y a pas longtemps, se faire une marche. On a voulu aller voir pour prendre l'ambiance et c'était très serein, bon enfant, des familles, des enfants. On a suivi la manifestation pendant un quart d'heure, 20 minutes et après on est parti. Mais c'est pour moi cette énergie qui n'est pas utile. Là, ce que j'ai senti dans cette manifestation, c'est ce besoin d'être ensemble. Ah, c'est tout autre chose. Ça m'a rassurée et je me suis dit: «Ah, les gens ne sont pas tous dans la colère, ils ont ce sentiment d'avoir été séparés».
surtout pendant ces dernières années, on a tous été éloignés les uns des autres. J'ai compris que les manifestations étaient en fait un moyen de se rassembler, de se retrouver. Et Je comprends. là, pour moi, c'est utile quelque part. Mais après, de projeter toute cette énergie, toutes ces émotions sur ce qui se passe à l'extérieur, bah, c'est épuisant. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Tout à l'heure, tu as parlé d'impuissance. Et moi qui travaille, tu le sais beaucoup, avec les émotions et l'intelligence émotionnelle, l'impuissance, on le relie à l'émotion de la colère. Beaucoup de colère quand on se sent impuissant. Mais du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité de contrôle, beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Mais comment puis-je avancer dans la vie en allant bien, en pouvant garder mon équilibre ou notre équilibre en étant dans la frustration et la colère? Je me sens impuissant, mais de toutes les manières, je n'ai pas de pouvoir par rapport à ça. Donc, à quoi bon? On se sent paralysé, Mais oui, tétanisé face à tout ça, et du coup, on ne passe plus à l'action. Je pense que ça coupe cette envie d'aller aider, d'aller soutenir les proches, les gens qui vivent à côté de nous, parce qu'on se dit de toute façon, on ne peut rien faire. et On ça peut- coupe notre élan vital tout court. Tout à fait. En plus, en plus. Moi, tu sais, Nathalie, ça fait quelques années que j'essaie, autant que faire se peut, de suivre un chemin de conscience et de responsabilité. Et très souvent, je réalise que ce que je vois ou perçois ou découvre à l'extérieur, eh bien, si je vais regarder à l'intérieur de moi, je peux retrouver cela. Je m'explique. Par exemple, si on regarde le monde, que ce soit à travers les conflits, à travers, tout à l'heure on a parlé des problématiques, des catastrophes naturelles, que ce soit à travers la violence, que ce soit à travers la politique, ou etc., etc. Il y a tellement de choses que je vois dans le monde et que je vois chez telle ou telle personne médiatisée, on va dire, que je peux retrouver à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui, tout à fait. L'effet miroir dont on parle quelquefois avec le Ho'oponopono, j'explique souvent que on reconnaît les choses que l'on connaît déjà. Ah oui, alors oui, je suis d'accord avec toi. Très souvent, je me dis, si je vois ça chez l'autre, c'est que c'est quelque part à l'intérieur de moi aussi, sinon je ne le percevrai pas. Ça me fait penser, tu sais, à ces Amérindiens qui n'ont jamais vu les caravelles arriver, des Mm. conquistadors. Ils n'en avaient jamais vu auparavant. Donc, ils n'avaient pas la capacité de les percevoir quand elles ont été là. Je Il y trouve a- ça extraordinaire comme image. D'un point de vue plus récent, les accidents de moto provoqués par une voiture. Souvent, le chauffeur du véhicule, de la voiture, n'a pas vu la moto. Oui, j'ai entendu ça, oui. Parce Ouais, qu'ils ne voient pas, ils ne s'y attendent pas, donc ils n'ont pas le réflexe de regarder. ouais, ouais. Et comme si le motard était inexistant, en fait. Il continue de rouler comme s'il n'y avait pas la possibilité d'une moto qui puisse circuler. C'est le même phénomène. Notre cerveau est très obtus parfois. Il est Et concentré conditionné à et du coup. conditionné. Alors, en fin de compte, donc, quand j'ai réfléchi donc à notre podcast, il y a certaines notions qui me sont venues à l'esprit, notamment quand je pense à la guerre à l'extérieur. Eh ben moi, ça me ramène à la guerre qui peut y avoir par moment à l'intérieur de moi. La Je guerre. pense à ce qu'avait dit Gandhi, dont je ne valide pas tout, mais peu importe, chacun peut dire des choses intéressantes ou pas. Gandhi avait dit, sois en toi le changement que tu veux voir à l'extérieur. L'air de dire, si tu veux qu'il y ait de la paix
devant toi, commence déjà à t'occuper de la guerre qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, quand j'entends des réflexions du type l'arrogance d'un homme politique, l'inconscience des pouvoirs en place, la rivalité entre certains peuples, l'incapacité à pardonner, la cupidité dans notre monde, la lâcheté de certains. Je me dis, mais en fin de compte, mon Dieu, mais toutes ces notions, si on se retourne, si on fait retournement, comme dirait l'autre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où moi-même, je suis dans l'incapacité de pardonner? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis la personne la plus lâche que je connaisse? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où moi-même, je suis dans la haine, la cupidité, l'inconscience, mon Dieu, mais combien de fois chaque jour? Je ris, je souris, mais je te rejoins complètement. Je me fais cette réflexion lorsque je me surprends à me dire, mais quelle violence, comme cette personne est agressive. Et d'un seul coup, je me pose et je me dis, oula, de qui parles-tu? C'est compliqué d'arriver à voir, alors déjà la violence à l'intérieur de soi, ça c'est très clair, mais c'est surtout compliqué en général de regarder nos propres ombres. Et pourtant, pour moi, c'est la clé de notre enfermement intérieur. C'est la clé de notre geôle intérieure. Pour moi, le jour où on arrive vraiment à voir nos ombres, à les percevoir, à les accueillir, eh bien, c'est le début de la liberté intérieure. Je le pense sincèrement. Est-ce que tu as déjà vécu cette liberté intérieure par rapport à ce que tu viens de dire? Alors, je t'avoue, Nathalie, que je travaille tous les jours sur mes ombres. Parfois, c'est confort, parfois, ça l'est moins. Mais en fin de compte, oui, mon cheminement va dans cette direction-là, de la liberté intérieure. Je réalise qu'il n'y a personne ni rien, que ce soit dans notre entourage immédiat ou même que ce soit dans le monde, qui puisse nous prendre notre liberté. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de conditions, il n'y a même pas d'éducation ou de croyance qui peut nous prendre notre liberté intérieure du moment où on met de la conscience là-dessus. C'est mon point de vue en tous les cas. Cette liberté, je l'aperçois comme ce libre arbitre, c'est-à-dire on a le choix de rester coincé dans ses peurs, dans ses croyances, dans ses mémoires, ou de faire le chemin pour s'en libérer, pas s'en libérer, pour les accepter et de les ranger comme quelque chose qui a fait partie de notre histoire. C'est pas évident tous les jours parce que c'est d'apprendre à ne pas se juger, ne pas se critiquer, sinon on se met une double peine et c'est reparti pour une autre, comment on appelle ça? Une autre exploration pour se libérer de ça. Je trouve que le nom part d'ombre, alors ça représente bien, mais c'est pas tout à fait ça. C'est notre humanité tout simplement Ah, tout et simplement, oui. c'est notre humanité et d'accepter que, oui, il y a des moments où on n'a pas la capacité à tolérer certaines personnes ou certaines choses, on n'a pas la capacité de courage, hein. Tu parlais de lâcheté, ça veut dire que le courage, quelquefois, on ne l'a pas, mais à d'autres moments, on l'a. Exactement. C'est d'accepter qu'il y ait ce passage un peu à vide où on se dit non, j'ai pas pu ce jour-là. C'est pas grave, à un autre moment, tout pourra. L'important, c'est de ne pas se complaire dans cette idée que non, je ne peux pas changer, c'est pas, ça fait partie de moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Non, on est comme on choisit d'être. Je pense que c'est là où il est important de se réveiller. Souvent, j'entends parler de l'éveil des consciences, mais c'est l'éveil par rapport à soi, pas par rapport aux autres. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que au plus on s'accepte soi-même
tel que l'on est, avec nos creux, nos bosses, nos virages, nos trous, nos pleins, nos lumières, nos ombres, enfin on les appelle comme on veut. Au plus on a de la facilité à accepter les autres et le monde, à accepter ce qui est comme c'est. Alors peut-être que ce que je dis peut heurter certaines personnes, mais ne pas accepter ce qui est, ça revient à dire je me bats contre le réel. Et je crois que se battre contre le réel, non seulement pour moi c'est une hérésie, mais c'est en plus la source de toutes les souffrances. Quand tu parles de réel, c'est, alors je Ce comprends qui est. ce qui est et ce sur quoi on n'a pas le contrôle ni la main. Complètement. C'est exactement ça. Tout à fait. Tout à fait. Regarde, admettons, tu prends la météo. Alors moi, je suis une vraie Provençale, tu le sais, une vraie Méditerranéenne. Quand j'ouvre mes volets le matin et qu'il fait gris, ma première impulsion, c'est Pff, il fait pas beau. Et j'aurais tendance à être un peu bof, quoi. Mais au final, si je passe la journée fixée sur le bof, il fait pas beau, comment va être ma journée? Bof. Alors non, elle va être bof, exactement, elle va être bof. Alors, non seulement ça va me flinguer la journée, ça c'est très clair, on s'en doute, mais quel pouvoir j'ai sur la météo? Aucun. Le seul pouvoir que j'ai, c'est comment je prends les choses. Comment je décide de me positionner? Comment je décide de me comporter face à ce qui est? Pour moi, le réel, c'est vraiment ça, Nathalie. Mmh. C'est ce qui est. Tu sais, ça me fait penser à Byron Katie. Byron Katie a écrit un livre qui, entre autres, elle en a écrit plusieurs, hein, qui s'appelle Aimer ce qui est. Mais ça peut sembler très compliqué d'aimer ce qui est. Mais quelles sont les autres options foncièrement? Est-ce qu'on en a d'autres d'options? Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est vrai, on nous dit souvent qu'il faut être dans l'amour, se relier à cette énergie d'amour avec un grand A. Et pour arriver à cet état-là, à être de plus en plus souvent dans cette énergie, ça demande justement d'aimer ce qui est. C'est dans ce qui est, c'est nous aussi, ce que l'on est aujourd'hui, avec tout ce qu'on a au niveau de notre apparence, notre histoire, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, puisque on est souvent projeté à l'extérieur de nous. Je reviens à ce qu'on disait au début, les actualités, les informations vont nous attirer vers l'extérieur, vont vraiment nous sortir de notre alignement pour aller vers quelque chose que l'on ne contrôle pas et qui est en dehors de nous. On est complètement désaligné et on se dit, si on est mal dans notre vie, c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on attend des solutions de l'extérieur. Qu'il n'y ait plus de catastrophes naturelles, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'agression. Mais bien sûr, on est complètement dans l'illusion là. On n'est vraiment pas dans l'acceptation. Oui, ce que tu es en train de dire, en fin de compte, c'est Mm. que si il n'y a plus de violence, s'il n'y a plus d'injustice, s'il n'y a plus de guerre, plus de corruption, plus de etc., 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 la liste pourrait être bien longue, eh bien, dans ces cas-là, je serais heureux, j'irais mieux. C'est ça. Et c'est complètement illusoire, Oui, complètement. En plus, dis-moi, je rebondis sur ce que tu dis. Finalement, si je décide de combattre ce qui est, de pester après ce qui est, finalement, je me mets à le subir. exactement. Puisqu'on est complètement concentré, on met toute son attention sur ces choses que l'on ne veut plus. On est focus à 1000%, tout son corps et de toute son âme sur ces événements sur lesquels on n'a aucun contrôle et qu'on ne veut plus. Ça devient compliqué alors d'être heureux dans son quotidien. Pour moi, c'est comme une projection à l'extérieur. Voilà, on sort de notre corps.
On n'est plus en nous. C'est Alors, au-delà du désalignement. tout à fait. C'est s'apitoyer aussi sur soi et sur le monde. Oui, ça peut être une excuse aussi pour ne pas revenir en soi. C'est parce qu'on a l'impression que peut-être à l'intérieur de nous, c'est pire qu'à l'extérieur. Alors, tu vois, moi, l'apitoiement, je le vois comme quelque chose qui nous diminue, qui nous rapetisse, mais qui nous rapetisse tellement. Et je pense que tu sais l'image que j'ai des êtres que nous sommes. Et pour moi, l'apitoiement, c'est la dernière des attitudes à avoir. Hmm. Je ne suis pas victime. Je suis venue expérimenter. Je suis venue explorer. Et finalement, depuis que j'ai compris, alors moi, perso, hein, c'est mon cheminement, depuis que j'ai compris que je ne suis pas uniquement de la matière, eh bien mon regard sur moi, mon regard sur les autres, mon regard sur les choses a changé. Je ne me sens plus diminuée, je ne me sens plus victime, même si parfois on est d'accord que ça pique les yeux, hein, selon ce que l'on vit dans le quotidien. Il n'y a pas forcément à se projeter à l'autre bout du monde. Parfois, dans le quotidien, ça peut piquer les yeux. On est bien d'accord. Mais au final, si je regarde dans le rétroviseur, j'en ai connu plein des périodes où ça a piqué les yeux. Et bizarrement, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a fait de moi, ces périodes-là? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Eh bien, écoute, si j'accepte de regarder les choses avec honnêteté, avec lucidité, je me dis, mais finalement, avec tout ce que je sais aujourd'hui, quand je regarde cette période, quand je regarde cette situation passée, comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement? C'était pas possible. C'était ça qu'il me fallait à ce moment-là, parce que ça m'a permis de comprendre ceci, d'entamer telle chose, de devenir cela, etc., etc. Comme si finalement les choses, elles étaient guidées depuis une intelligence supérieure. On l'appelle comme on veut. Moi, j'ai aucun problème avec les concepts, avec le vocabulaire, avec les appellations. Juste, je dis une intelligence supérieure. Parfois, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre avec ma petite intelligence à moi, on va dire. Il y a des choses dont je n'arrive pas à capter la globalité. Et il y en a une pourtant. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, Nathalie? il faut du recul justement pour capter la globalité, comme tu le dis, c'est-à-dire que sur le moment, on sait que ça ne va pas. Ça fait des fois plus que piquer les yeux. Tu as Et raison. On ne va alors, pas s'apitoyer sur nos sorts, hein? c'est ça, mais alors, c'est ne pas rejeter la notion de victime, mais c'est juste se dire qu'on a été victime à un instant T, mais qu'ensuite, on a la possibilité de changer, de transformer les choses. On a été, mais après, c'est notre décision aussi de sortir de cette identité, de cette image-là, qu'on a eu à un moment donné, pour se dire, voilà, qu'est-ce que je fais de cette histoire? Et je crois que c'est le plus difficile à admettre. C'est, oui, tout ça arrive pour une raison et ça m'a aidé à me construire. Mais avant d'arriver à dire cette phrase, il s'en Waouh, passe des choses. complètement, Il complètement. s'en passe des choses. C'est un vrai travail à faire. C'est pas seulement l'événement lui-même qui est difficile à digérer, c'est le ça m'a servi. Ça, c'est quelquefois, c'est là qu'on peut rentrer dans le dégoût. La fameuse émotion dont tu me parlais, qui est difficile. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je pense que j'ai passé plus de temps à rejeter cette notion, oui, ça m'a servi, que l'événement en lui-même. Enfin, que Je les événements. comprends, Ouais. Tu je vois ce que je veux comprends dire? ce que tu On dis, passe plus de complètement. temps à essayer de sortir de cette idée, mais pourquoi j'étais obligée de vivre ça? J'aime beaucoup ce qu'on est en train de partager là parce qu'en fin de compte, ça nous montre bien que tout se passe de la même manière dans notre environnement immédiat que dans le monde. Mm. Tant
quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu me parles de la situation mondiale, alors que non, tu me parles de ta situation personnelle. C'est extraordinaire les parallèles qu'on peut faire. Alors, moi, je voulais rebondir sur quelque chose, Nathalie, parce que c'est très intéressant ce que tu viens de poser. Tu as parlé de refuser la chose. Et je pense que on a tendance à refuser les choses de prime abord. On a tendance à refuser d'accepter, refuser de pardonner, parce que bien souvent, on fait l'amalgame entre si j'accepte, c'est que je cautionne. Si j'accepte, c'est que je suis d'accord, c'est que j'approuve ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il s'est passé. Mais pas du tout, ça n'a aucun rapport. Accepter, ça n'a jamais été cautionné. Je peux accepter qu'une situation s'est présentée à moi de toutes les manières. Comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas accepter? Ça a été le cas. C'est ça le réel dont je te parlais tout à l'heure. Ce fut, c'est comme ça. Je peux rien y faire, rien changer. Mais c'est pas pour ça que j'approuve l'acte. C'est pas pour ça que je cautionne, que je suis d'accord avec ce qu'il s'est passé. Mais ça s'est passé. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il s'est passé? Ça, c'est la deuxième étape. Et l'acceptation n'a rien à voir avec la soumission. Oui, ou même avec l'approbation, tout à fait. Ou l'approbation. Rien à voir. Accueillir. Peut-être que le terme d'accueillir passe un peu mieux. Accepter aussi permet d'éviter d'entrer dans le déni. Non, ça n'est pas arrivé, je ne veux pas retourner là-dessus, je ne veux plus en entendre parler parce que c'est pas pour ça que les choses vont s'améliorer. C'est arrivé. Donc, il faut trouver l'équilibre entre le fait de dire c'est arrivé, ne pas en faire une rumination, ne pas en faire une excuse pour devenir victime à vie et éviter aussi de rentrer dans le déni. Autant le prendre tel qu'il est là, ce n'est pas évident, mais aujourd'hui, heureusement, on a accès à des tas d'outils. Donc, on est quand même à un moment de l'histoire où l'humain a accès à beaucoup d'informations, certes, qui viennent nous plomber, qui peuvent aussi nous mettre dans des émotions extrêmement inconfortables, mais on a aussi accès à des outils. On ne savait pas que tout ça existait. C'était très compliqué d'avoir accès à tous ces savoirs, toutes ces connaissances au niveau psychologique et au niveau énergétique, etc. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir tout ça sous la main grâce à notre téléphone ou notre ordinateur. Donc, oui, il y a des moyens de dépasser et de franchir ces étapes pour accepter. Moi, j'avais envie de partager quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit donc qu'on ne peut contrôler que ce qu'il part de nous, que ce soit notre vision des choses, que ce soit nos croyances, nos points de vue, nos paroles, nos comportements. Et on a dit qu'on ne pouvait pas contrôler, alors j'ai parlé de la météo, mais on ne peut pas contrôler le temps qui passe, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les faits divers, on ne peut pas contrôler le monde. Finalement, on réalise que derrière ce besoin de contrôle, cette envie de contrôle, il y a de la peur. Il y a beaucoup de peur. Et je constate que toutes les personnes qui ont tendance à vouloir être informées, être au courant de l'actualité, presque non-stop, tu as des gens carrément qui sont accros. Il ne faut pas nier ça, il y a vraiment des gens qui sont accros à l'actualité, accros aux informations. Pour moi, c'est je cherche le mot, j'allais dire un hachoir, mais non. Comment ça s'appelle? Une broyeuse. Voilà, je cherchais le mot. Pourquoi hachoir? N'importe quoi. Une broyeuse. En fin de compte, c'est vraiment une broyeuse. Je parle de rentrer dans ce cercle vicieux. Je ne dis pas d'être au courant de ce qui se passe. Je parle de devenir accro à l'information. C'est une broyeuse. Parce que pour moi, la peur s'intensifie. C'est pas le but. Je veux dire, la peur, elle va nous fixer, elle va nous empêcher d'avancer. C'est un frein, la peur. Elle va pas être utile. Bien sûr qu'une peur peut être utile si un danger immédiat, un danger réel est face à nous. Mais une peur, une anxiété, quelque chose qui nous ronge un peu chaque jour, quel est l'intérêt sinon de nous détruire à petit feu?
Il y a ça. Il y a aussi le fait de se rendre compte que finalement, j'ai besoin de contrôler les événements pour pouvoir rester moi-même en sécurité. Mais le jour où la personne réalise qu'elle ne contrôle rien, on rejoint l'impuissance dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. Mais je pense que ça va encore au-delà. Tu m'avais parlé dans un article que Oui, tu avais lu. Je voudrais bien que tu y fasses référence, Nathalie, s'il te plaît. exactement. Cet article s'intitule Vous déprimez à cause de l'actualité, c'est normal et on vous donne quelques conseils pour aller mieux. Bon, j'ai relevé deux phrases, deux éléments importants. Et la première, l'anxiété est paradoxalement un bon remède contre la déprime. Beaucoup de gens regardent en boucle les images pour effacer un certain temps la tristesse. Comment toi, tu as appréhendé la chose? Et c'est un paradoxe, oui, effectivement. L'anxiété peut effacer la tristesse. L'anxiété générée par les informations qui passent en boucle peut effacer un temps la tristesse. Ça te crée un paradoxe, c'est ça? Dans ma compréhension, oui. Et je me dis, mais en fait, on va ajouter une émotion supplémentaire, pas forcément bénéfique pour notre santé, donc amplifier le stress. Mais en même temps, ça nous fait oublier la tristesse, peut-être d'avoir perdu quelqu'un, d'être séparé, d'avoir perdu son travail, bref, quelque chose qui nous empêche de voir notre quotidien. Et je comprends, et en même temps, je dis, mais c'est double peine. Pour moi, c'est ça, ça fait double peine. Mais c'est un réflexe humain, point d'interrogation. Alors, tu l'as tiré d'un journal lambda? Alors, c'est 20 minutes. C'est journal 20 minutes qui a fait un article sur la santé mentale, puisque c'est maintenant un sujet qui est de plus en plus d'actualité et je suis très contente qu'on parle non seulement de la santé physique, mais de la santé mentale. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont expliquées par rapport aux médias qui deviennent très anxiogènes et comment on peut s'en détacher. Et c'est monsieur Michael Stora qui explique que si certaines personnes restent les yeux rivés sur leur écran de télé, c'est pour ne pas déprimer sévèrement. Ça peut empêcher la dépression sévère d'être dans l'anxiété finalement. Alors, moi, de manière très, très basique, mais vraiment très basique, je me dis, ah bah tiens, Nathalie est malheureuse, je ne le suis pas autant que ce que je pourrais le penser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ou, ça. ah, le monde va mal, bah finalement, ça ne va pas si mal que ça chez moi. Donc on s'auto-satisfait de cette Alors, il manière n'y a de pas notre que ça. situation. De Pour moi, il notre n'y a pas situation. que ça. Mais Oui. déjà, la première chose qui me saute aux yeux, j'allais dire, ou plutôt aux oreilles, puisque je suis en train de t'écouter, c'est vraiment de se dire, puisque ça va si mal dans telle situation ou dans tel coin du monde, finalement, je n'ai pas à me plaindre. Je suis désolée, mais cette manière de voir, on l'a tous à un moment donné utilisée. Ça fait partie de l'être humain. C'est pire chez Ok. les autres que chez moi. Mais voilà, c'est comme si c'était rassurant, comme si ça validait le fait que finalement chez moi, c'est pas si pire que ceux que je crois ou que ceux que je vis. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, dans ce que je viens d'entendre, le but est d'effacer la tristesse. Mais mince, et on n'a pas le droit d'être triste. Mais finalement, moi, c'est le but de tous mes ateliers. Mais la tristesse, crénon, c'est quand même un moment indispensable, une émotion indispensable à vivre. C'est un temps que l'on s'accorde pour vivre une douleur. Alors, je veux bien qu'on soit dans une époque ou une société de zapettes, de zappeurs. En tant qu'être humain, on a besoin de laisser le temps au temps. Quelqu'un décède. Une femme perd son mari. N'a-t-elle pas besoin de temps pour faire le deuil, non seulement de la personne, mais de la relation, mais également des rêves
rêve qu'elle a mis dans cette aventure, dans cette relation. Je veux dire, la tristesse, pour moi, c'est quelque chose, mais de tellement naturel, de tellement salvateur. Alors, pour répondre à quelque chose que tu as dit tout à l'heure concernant le fait d'utiliser une autre émotion, alors il faut savoir qu'en médecine chinoise, chaque émotion en engendre une autre et chaque émotion en a une qui la contrôle. C'est-à-dire que on peut très bien, dans un cas ou un autre, utiliser effectivement une autre émotion comme un pare-feu quand ça va trop loin. Quand la personne s'embourbe, on va faire en sorte de susciter chez la personne l'émotion qui va justement barrer la progression fulgurante de celle qu'elle ressent en tout premier. D'accord. Mais ça, c'est dans des cas particuliers, dans des cas d'excès. Parce qu'autrement, toute émotion doit être vécue naturellement. Elle a son utilité. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, toi et moi. Ouais. Et je voulais continuer sur l'article. Il y a un passage aussi qui m'a interpellée. Ça s'appelle le sentiment d'appartenance. Le fait d'échanger avec son entourage reste également primordial. Se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à trouver cela angoissant peut aider à se sentir moins seul et donc à aller un peu mieux, estime David Masson. Dans ces moments, le sentiment d'appartenance est important, mais ce n'est pas tout. Le fait d'en parler peut aider parce que parler met à distance, considère de son côté le psychologue. Alors effectivement, le fait d'évoquer, de sortir de sa tête ce qui nous trouble, ce qui nous met en colère ou nous fait peur, va aider, effectivement. Maintenant, de côtoyer uniquement des personnes qui sont dans cette même vision et unique vision de l'actualité ou de ce qui vous arrive, ça peut être aussi une forme d'enfermement. Alors le sentiment d'appartenance, d'après ce que je comprends de ce paragraphe, c'est ça, c'est que le fait d'exprimer notre vision des actualités fait qu'on va se sentir associé, relié à d'autres personnes qui résonnent avec l'émotion que l'on a par rapport à ces émotions. Mais je trouve que c'est un peu s'enfermer. D'autre part, le piège dans lequel on peut tomber, c'est de rabâcher encore et encore avec ces personnes ce qui s'est passé hier au soir. Alors évidemment, on va retrouver son voisin de palier ou un membre de la famille à qui on raconte ce qu'on a vu la veille, ce qu'ils ont entendu le matin même, et on répète encore, et on ressasse, et on maintient cette énergie inconfortable. Mais finalement, on s'y habitue, puisque de toute façon, ça permet de se sentir socialement reconnu et d'avoir un sentiment d'appartenance. Relié, tu veux dire. Relié à un autre être humain. Alors moi, je vais poser une question. Tout simplement, je ne te dirai pas ce que je pense de ce que tu viens de lire, ce que tu viens de partager. Je voudrais juste poser une question, mais qui, de mon point de vue, fait sens. Est-il possible de ne pas avoir d'opinion? Est-il possible de ne pas vouloir commenter quelque chose? De ne pas avoir de point de vue? Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que oui. On n'est pas obligé d'avoir un point de vue ou une opinion sur tout. En revanche, ma deuxième question, est-ce acceptable dans notre monde? Ça dépend qui tu fréquentes. Mais oui, c'est moins sûr, c'est moins sûr. Mm. Combien de fois je vois des choses notées sur les réseaux sociaux avec un nombre incalculable de commentaires aussi enflammés et parfois aussi contradictoires les uns que les autres. Parfois, je regarde et je me dis, sans opinion, je ne pense pas que l'on puisse avoir un point de vue sur tout et je ne pense pas que l'on soit obligé d'avoir un point de vue sur tout. Ça me semble important de le dire. Non, ce n'est pas
une obligation. Personne ne peut nous contraindre à être obligé non seulement d'avoir une opinion, mais quand bien même on en aurait une, à la commenter ou même juste à en parler. On peut rester soit silencieux, c'est-à-dire ne pas partager notre point de vue, ou même ne pas avoir de point de vue sur quelque chose sans avoir besoin de se justifier. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de Byron Katie. Pour moi, c'est une femme inspirante. Elle m'inspire en tous les cas. Et Byron Katie dit souvent, il y a 3 affaires dans le monde. Il y a mes affaires. Donc, ce qu'elle entend par mes affaires, c'est celles sur lesquelles j'ai une maîtrise, un contrôle, ce qui m'arrive, mes paroles, mes actions, mes croyances, etc., etc. Il y a tes affaires, donc c'est-à-dire la même chose mais chez toi, et il y a les affaires de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces choses qui traversent la vie, qui traversent le monde et qui sont hors de contrôle pour moi. Alors elle appelle ça les affaires de Dieu. Vous pourriez dire le destin ou la fatalité ou je ne sais pas, un autre mot. Elle dit, il y a mes affaires, il y a tes affaires et il y a les affaires de Dieu. Et je dois reconnaître que je colle assez bien avec cette vision qu'elle a. Je prends. Je prends. Ça permet aussi de s'abandonner à quelque chose de plus grand et De plus vaste. de plus vaste et de retrouver la confiance. Il y a une autre femme qui est très, très inspirante pour moi. Elle a été une de mes formatrices. Je la salue d'ailleurs si elle écoute ce podcast. C'est Mina Goll. Et Mina, en ce moment, partage beaucoup de contenu à propos justement de notre attitude face au monde dans lequel on vit, face à tout ce qui peut être insécurisant, tout ce qui peut être violent, tout ce qui peut être inquiétant. Et Mina a tendance à parler de l'importance de ce que nous souhaitons apporter au monde, de ce que nous alimentons. Et pour elle, l'essentiel est d'alimenter la joie et l'amour. Et je suis assez d'accord avec ça. Parce que finalement, alors, tu as bien compris, Nathalie, que je ne suis pas contre les émotions. D'ailleurs, j'ai même valorisé la tristesse tout à l'heure. En revanche, quand je suis alignée, que je me rappelle de qui je suis, que je sens l'amour que je suis et la joie me traverser, eh bien, je peux être bien plus inspirant, bien plus vibrant et peut-être bien plus réconfortant pour quelqu'un d'autre que si je me laisse abattre, que si je me laisse diminuer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ces cas-là, j'en reviens vraiment. J'ai fait une boucle, je viens de le réaliser, à la première phrase que j'ai posée. En quoi est-ce utile pour moi, pour les autres et pour le monde? Pour moi, je suis utile lorsque je vibre, lorsque je rayonne, lorsque quelqu'un peut venir peut-être s'abreuver, se nourrir, parce qu'à ce moment-là, cette personne ne sait pas comment se nourrir autrement. C'est ça pour moi l'inspiration. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ça fait complètement écho au dernier direct que j'ai eu. Et justement, lorsque je parlais de ça, de cette idée de rayonner pour pouvoir apporter autre chose à ce monde que tout ce qui dégouline en ce moment, c'est dans les questions que j'ai eues, c'était oui, mais c'est parfois difficile d'être heureux et de montrer que l'on est heureux quand on a autour de nous des gens qui baignent H24 dans les actus, dans la fatalité, dans la négativité. Et là, je dis que ce qui est important, c'est de vibrer au mieux, le plus souvent possible, de cette joie. Et à ce moment-là, on va attirer à nous des personnes qui sont aussi dans cette joie.
on va arroser tout le monde et ça va faire le tri dans son entourage. Et en t'écoutant, je pensais aussi à quelque chose, c'est de me dire, mais en fin de compte, moi, il y a des jours où je suis pas du tout inspirante. Oui, ça arrive aussi. Et à ce moment-là, eh bien, moi-même, je vais aller m'abreuver à la source de telle personne, telle personne. Et puis parfois, c'est moi qui suis inspirante. Et dans ces cas-là, c'est à ma source que certains viennent s'abreuver, pardon. Mais finalement, il faut bien qu'il y ait de la vivance, de l'inspiration pour qu'on puisse aller puiser. C'est en ça que je pense que c'est notre responsabilité. C'est en ça que je pense que l'on peut réellement être utile. Bien sûr que tout est changement, bien sûr qu'il y a des moments où on n'est pas là au rendez-vous. Bien sûr que ça n'est pas égal chaque jour. Et on s'en fiche. C'est vers ça que moi je tends en tous les cas. Et quand c'est là, c'est merveilleux. Et quand c'est pas là, ben c'est pas grave, ça ne me détourne pas pour autant de mon chemin. Mais quand je vais m'abreuver à la source des actualités, des faits divers, des drames, bizarrement mon cœur se resserre. Je vibre pas de la même manière. Je ne suis pas en train de nier que c'est la réalité. Je l'accepte telle qu'elle est. Mais c'est pas ça qui me nourrit, c'est pas ça qui m'abreuve, c'est pas ça qui m'amène la vivance et la reliance. Ça, c'est pour faire un clin d'œil à mon ancienne entreprise qui s'appelait Vivance et Reliance. Mais voilà, ouais, ouais, voilà. En fin de compte, je pense que, tu vois, si je dois pour ma part conclure cette discussion, c'est vraiment de dire, demandez-vous, qu'est-ce que je décide d'alimenter et à quelle source je décide de m'abreuver à compter d'aujourd'hui? Parce que ça, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de chacun. C'est votre liberté. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés sur ce premier podcast. Merci Stéphanie d'avoir été là. Oh, merci Nathalie, j'ai pris du plaisir, j'ai pris le temps, j'adore. Tout est parfait. À très bientôt, j'espère, en tous les cas. À bientôt.